En un ordre unique, le Sahel s'est soudainement tu comme si l'eau retenait son souffle. Du jour au lendemain, le Burkina Faso a fermé chaque vanne et chaque porte, coupant l'eau que des entreprises étrangères administraient, facturaient et exploitaient sans interruption apparente depuis près d'un siècle. Sabotage, dirent certains observateurs, libération, répondit Ibrahim Traoré, posant la question qui dérange. Qui décide de la vie quand la rivière s'arrête et que les cartes hydrauliques cessent d'obéir ? Entre le silence de l'eau, le bruit du papier déchiré et la rumeur des villes inquiètes, l'histoire du continent a déjà changé de cours profondément. Ce geste n'était pas seulement administratif. En reprenant la maîtrise du fleuve Sahel, Ibrahim Traoré engageait le Burkina Faso sur un terrain où chaque erreur se paie au prix fort. L'eau, le commerce, la survie. Derrière la décision, un risque calculé. Rompre un système vieux de 78 ans, maintenir la production agricole et affronter un isolement économique programmé. Les partenaires étrangers parlaient de rupture de traité, lui évoquaient la fin d'un bail colonial, car dans un monde où l'eau est cotée comme le pétrole, celui qui contrôle la rivière contrôle aussi les saisons, les récoltes et la faim. Les ingénieurs savaient que chaque vanne fermée coûtait des millions. Les diplomates savaient que chaque jour de silence diplomatique multipliait les pressions. Mais au cœur du pays, une autre équation se dessinait. Si l'eau redevient nationale, la dignité le devient aussi. Et lorsque les premiers relevés satellites montrèrent le fleuve ralentir, une question demeura suspendue. Combien vaut la liberté quand elle assèche les rivières ? Le 10 octobre 2025, à l'aube, un ordre signé du palais de Ouagadougou mit fin à tous les contrats de gestion étrangère de l'eau. C'était la première fois qu'un État du Sahel reprenait, d'un seul geste, le contrôle total de son réseau hydraulique. Ibrahim Traoré en fit un acte de souveraineté pure. Derrière la solennité, la révélation tenait du séisme administratif, des décennies de dépendance technique, des licences logicielles VT étrangères, des clauses cachées dans des accords écrits dans une langue que peu pouvaient lire. Le président avait découvert que même les données de précipitation appartenaient à des entreprises basées à Genève. Les archives nationales, longtemps négligées, devinrent le champ de bataille. Sous les couches de poussière, les conseillers trouvèrent le contrat de 1947, par lequel un administrateur colonial avait transféré la totalité des droits hydrauliques à une société européenne nommée Aquaterra. Pendant près d'un siècle, cette signature avait déterminé qui boirait, qui planterait et qui survivrait. Lorsque le document original fut déposé sur la table du Conseil, les ministres comprirent qu'ils tenaient entre leurs mains non pas un dossier économique, mais une malédiction légale. La décision ne fut pas improvisée. Des semaines de calculs, de vérifications, d'audits internes avaient précédé le geste. Chaque pompe, chaque barrage, chaque compteur avait été recensé. Les experts avertirent des conséquences. Perte de financement, sanctions du FMI, blocage du crédit international. Mais dans le même souffle, les partisans rappelaient que le fleuve du Sahel, avant d'être un tuyau d'exportation, était une artère de vie. Ainsi, quand la commande fut transmise par radio, fermez tout, reprenez tout. Le pays entra dans une ère nouvelle. Les marchés se turent, les ambassades appelèrent, et dans les villages, un silence s'installa, celui d'un peuple qui, pour la première fois depuis un siècle, reprenait le droit de fermer et d'ouvrir sa propre rivière. Le lendemain de la fermeture, les ingénieurs se rassemblèrent sur les berges du Sahel, carnet en main, sans armes ni uniforme. Leur mission, dictée par Ibrahim Traoré, était claire. Compter, récupérer, puis rétablir. Chaque vanne, chaque pompe, chaque compteur devait redevenir propriété nationale. Dans les villages, on observait avec prudence cette armée sans fusil qui descendait le long du fleuve. Les anciens chuchotaient que l'eau, cette fois, ne serait plus une faveur, mais un droit. À midi, les stations de radio diffusèrent le message présidentiel « Ce qui nous appartient ne sera plus loué ». La phrase se propagea comme un courant d'air, réveillant une émotion que la peur n'avait pas totalement étouffée. Les fermiers suspendirent leur travail, les pêcheurs relevèrent leurs filets. L'eau, source de survie, redevenait source de décision. À Ouagadougou, les réactions furent plus mesurées. Certains saluaient le courage politique, d'autres craignaient l'isolement économique. Les diplomates occidentaux parlèrent de sabotage.
les chancelleries africaines de précédents dangereux. Pourtant, sur le terrain, une transformation lente commençait. Les habitants participaient au relevé des données hydriques. Les écoles organisaient des cours d'hydrologie en langue locale. Ibrahim Traoré multiplia les visites discrètes. Il observait plus qu'il ne parlait. À ceux qui lui demandaient s'il craignait les sanctions, il répondit « L'eau obéit à la gravité, pas au marché ». Et dans ce renversement tranquille, le pays apprenait à mesurer sa liberté non pas à la longueur de ses traités, mais au débit de ses rivières. Les heures suivantes furent décisives. À Bruxelles, les cartes satellites clignotaient d'alerte rouge. Le fleuve Sahel, jusque-là symbole d'interconnexion énergétique, semblait s'arrêter au milieu de son lit. Les agences européennes parlèrent de sabotage environnemental, les chaînes d'information évoquèrent un effondrement hydraulique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré n'accorda aucune conférence. Il laissa les images parler. Un fleuve arrêté, mais un pays debout. Les appels diplomatiques se multiplièrent. Washington menaça de geler l'aide financière. Le FMI suspendit un prêt de 400 millions de dollars destiné aux infrastructures d'irrigation. Les entreprises minières exigèrent des garanties, craignant un effet domino sur toute l'Afrique de l'Ouest. Le soir même, le président réunit son cabinet. Dans la vieille salle de conférence coloniale, éclairée par des ampoules vacillantes, il déposa le traité original de 1947 sur la table et le déchira lentement. Aucun discours, aucun symbole ajouté, seulement le bruit du papier, plus lourd que 1000 mots. Au petit matin, les équipes d'audit se mirent en marche. Pas d'armes, seulement des carnets, des règles et des capteurs. Leur tâche, mesurer, inventorier, reprendre. Les barrages furent inspectés, les vannes photographiées, les compteurs répertoriés. À la radio, les bulletins annonçaient « L'État récupère sa rivière ». Dans les marchés, le peuple murmurait entre peur et fierté. Les anciens rappelaient qu'avant les signatures et les prêts, l'eau coulait sans permission. Les premières réactions étrangères tombèrent avant midi. L'Union européenne demanda une réunion d'urgence, arguant d'une violation des traités hydriques. Les États-Unis dénoncèrent une menace pour la stabilité régionale. Les banques de développement réclamèrent des garanties humanitaires. Mais Ibrahim Traoré resta silencieux. À son secrétaire, il dit seulement « Nous n'avons rien volé, nous reprenons ce qui est à nous ». Dans les villages, le silence céda la place à l'action. Les habitants, voyant les ingénieurs à l'œuvre, commencèrent à creuser de nouveaux canaux, à nettoyer les réservoirs. Les militaires, sans uniforme, apportèrent leur aide logistique. Pour la première fois, les soldats et les paysans partageaient les mêmes outils, des pelles, des cartes et des mètres rubans. Pendant ce temps, les écrans étrangers affichaient des graphiques de panique. La crise de l'eau du Sahel occupait les unes, mais au Burkina Faso, un autre récit se formait, presque silencieux. Le soir du 3e jour, Traoré visita une station de contrôle. Les techniciens lui montrèrent les moniteurs qui s'assombrissaient au fur et à mesure que les serveurs européens se déconnectaient. Il regarda calmement, puis déclara « S'ils nous coupent la route, nous la reconstruirons à la main ». Dehors, la population commença à comprendre. Ce n'était pas une fermeture, mais une réouverture à soi-même. Les analystes étrangers parlaient d'isolement. Le pays y voyait une renaissance. Et lorsque, au 6e jour, les premiers seaux d'eau pure jaillirent des vannes locales, la foule sut que le geste avait franchi le point de non-retour. L'Afrique venait de rouvrir ses propres sources. Les chiffres, cette fois, ne se contentaient plus d'illustrer. Ils accusaient. Avant la rupture, près de 72% des infrastructures hydrauliques du Burkina Faso dépendaient encore de licences étrangères, principalement suisses et britanniques. 3 sociétés contrôlaient à distance la distribution du débit grâce à des serveurs hébergés hors du continent. Lorsque Ibrahim Traoré ordonna l'audit complet, ces chiffres devinrent les fondations d'une contre-attaque politique. La preuve que la dépendance n'était pas un hasard mais une architecture. Les ingénieurs burkinabés publièrent ensuite un rapport. En coupant les serveurs distants, le pays avait perdu temporairement 28% de sa capacité de pompage. Mais paradoxalement, cette perte entraîna un gain d'autonomie immédiat. Plus aucune vanne ne pouvait être arrêtée depuis l'étranger. Les économistes observèrent une chute des importations de matériel hydraulique de 18% sur les 2 premiers mois, compensée par une hausse locale de la maintenance et de la fabrication de pièces simples. Chaque pourcentage avait désormais un visage, celui d'un ouvrier, d'un technicien,
d'un étudiant en hydrologie formé en urgence pour remplacer les consultants partis. À Ouagadougou, les tableaux de bord ministériels affichaient des colonnes rouges, croissance en recul, réserves en tension. Mais sur le terrain, les chiffres prenaient une autre signification. Les villages alimentés par des sources internes voyaient leur approvisionnement stabilisé pour la première fois depuis 10 ans. Le rapport hydrique national, mis à jour en janvier, montra que 64% des foyers ruraux avaient désormais accès à une eau issue du réseau public, contre 39% avant la décision. Ibrahim Traoré transforma ces données en arguments diplomatiques. Nous ne coupons pas l'eau, nous coupons la dépendance. Face aux sanctions et aux analyses alarmistes, il demanda à ses ministres de publier chaque semaine les indicateurs de récupération. Le geste n'était pas que symbolique. Il visait à prouver que la souveraineté pouvait être mesurée, graphique après graphique. Les observateurs internationaux, d'abord sceptiques, notèrent la résistance du système. Les exportations d'or et de coton, bien que ralenties, se maintenaient. L'État réorientait les budgets vers la recherche hydrologique. Des universités partenaires au Mali et au Niger commencèrent à envoyer leurs propres ingénieurs, fascinés par cette expérience grandeur nature d'émancipation par la donnée. En 3 mois, le déficit énergétique resta sous contrôle, le taux de récupération d'eau potable atteignit 92% dans les zones urbaines et le pays publia son premier tableau de flux zéro dépendance étrangère. Ce n'était plus une crise, mais une démonstration. Et lorsque lors d'un entretien rare, Ibrahim Traoré déclara que la souveraineté a désormais des chiffres, le message devint viral. Pour la première fois, un président africain utilisait la statistique comme acte de résistance, preuve que le courage pouvait s'écrire en pourcentage. Les critiques, en Europe comme à Washington, invoquaient la loi internationale. Selon eux, Ibrahim Traoré avait violé les traités de partage des eaux sahéliennes, mettant en péril la stabilité régionale et les programmes d'aide. Leurs arguments semblaient se baser solides. Chute du crédit souverain, ralentissement des échanges frontaliers, risque de famine. Mais au Burkina Faso, un autre raisonnement émergeait, aussi méthodique que celui des chancelleries. Le premier camp voyait une rupture du droit, le second, une correction de l'histoire. Là où l'Occident lisait provocation, les juristes africains parlaient révision légitime. La contradiction n'était pas morale, elle était géographique. Le centre de décision s'était déplacé. Pour la première fois, un État sahélien imposait son propre calendrier hydrologique sans validation extérieure. Les économistes étrangers affirmaient que les sanctions forceraient tôt ou tard le retour à la table des négociations. Mais le terrain contredisait leur modèle. Les coopératives agricoles, désormais gérées localement, affichaient une productivité stable. Les flux migratoires, eux, ralentissaient. Les jeunes trouvaient du travail dans la maintenance hydraulique. Et dans chaque rapport, les observateurs de terrain notaient la même phrase « Le pays tient ». Le Stillman occidental reposait sur la peur de l'effondrement, celui du gouvernement sur la foi dans la résilience. Les deux pouvaient être vrais à court terme, mais l'histoire trancherait sur la durée. Ibrahim Traoré, conscient de cette tension, refusa le ton triomphal. Il demanda que chaque communiqué de presse contienne une ligne de prudence. Nous apprenons encore. Cette modestie surprit les analystes, mais renforça son image d'ingénieur d'État plutôt que de tribun. Ainsi, au cœur de la tourmente, 2 vérités coexistaient, l'une juridique, l'autre empirique. Et c'est dans cet espace de contradiction que naquit la crédibilité du mouvement, celle d'un pays qui reconnaît ses fragilités tout en refusant qu'elle dicte sa dépendance. 8 mots ouvrirent la deuxième moitié du récit. L'eau n'est pas un marché. Cette phrase, inscrite en tête du nouveau contrat du fleuve, fit basculer le ton de la crise. Ibrahim Traoré ne parlait plus de rupture, mais d'héritage. Dans les bureaux sombres de la présidence, les coupures d'électricité rythmaient les réunions. Des hydrologues locaux, des ingénieurs retraités, des enseignants rédigeaient ensemble une charte de gestion collective du Sahel. Pas de jargon, pas de clauses cachées, des mots simples, compris par tous. Chaque communauté riveraine devait gérer sa portion de fleuve sous supervision d'un conseil panafricain.
À l'extérieur, les chancelleries occidentales dénonçaient une fiction romantique. Mais sur le terrain, le texte circulait comme une promesse. Les villageois le copiaient à la main, les radios le lisaient à l'antenne. Le fleuve, désormais, n'appartenait plus à l'État. Il appartenait à la région tout entière. Ce soir-là, Ibrahim Traoré signa le document et le rangea dans un coffre. Son geste resta secret, mais l'histoire venait de changer d'orbite. Le Burkina Faso passait du statut d'exécutant à celui d'auteur. Les semaines suivantes révélèrent la véritable portée de la décision. Les marchés européens s'effondrèrent brièvement. Les actions des sociétés hydriques perdirent près de 12% en 2 jours. Les analystes parlaient d'un précédent dangereux, d'un embargo inversé. Mais au Burkina Faso, les conséquences prenaient un visage concret. Celui de 4 groupes, 4 réalités que Ibrahim Traoré observait sans illusion. 1. Les nations voisines. Les nations voisines, au Mali, au Niger, en Guinée, la décision fit l'effet d'un signal. Des jeunes ministres publièrent des messages de soutien appelant à une indépendance environnementale africaine. Des manifestations étudiantes éclatèrent à Niamey, des radios locales répétant le mot d'ordre « Nos rivières, nos droits ». Mais certains gouvernements, craignant les sanctions, prirent leur distance. Les alliances du Sahel se redessinaient, lentes mais visibles. 2. Le monde des affaires, le monde des affaires. Les entreprises étrangères suspendirent leurs activités, les comptes furent gelés, les projets stoppés. Pourtant, de cette paralysie naquit une économie parallèle, la réparation locale. Des ateliers improvisés commencèrent à refabriquer les pièces importées et en 3 mois, une filière de maintenance nationale vit le jour. Le coût initial fut lourd, perte de 2,3% du PIB, mais la valeur symbolique inestimable. 3. La population civile, la population civile. Les débuts furent durs, rationnement, file d'attente, marché inquiet, mais peu à peu, la peur céda la place à l'organisation. Les villages établirent des tours de distribution. Les enseignants expliquaient la géographie de la souveraineté en classe. Un mot circulait, liberté potable. Les citoyens comprenaient que la crise n'était plus une punition, mais un apprentissage collectif. 4. La scène internationale, la scène internationale. Les médias étrangers décrivirent une nation rebelle, mais aussi un laboratoire politique. À New York, des ONG plaidèrent pour un dialogue. À Addis Abeba, l'Union africaine convoqua une réunion d'urgence et, à la surprise générale, plusieurs pays du Sud global votèrent contre toute sanction supplémentaire, évoquant le droit à la gestion souveraine des ressources. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré gardait le silence. Il visitait les stations de contrôle, partageait les repas des ouvriers, notait les chiffres à la main. Son calme contrastait avec l'agitation extérieure. Pour lui, le pari tenait en une seule phrase. Si l'eau revient à son peuple, la peur s'en ira. À la fin du premier mois, les indicateurs montraient une stabilité relative. Le pays n'avait pas sombré. Et dans les villages du Sahel, on commença à murmurer qu'une crise capable d'apporter la fierté n'était peut-être plus une crise, mais un commencement. Le pays avait résisté au premier choc. Mais Ibrahim Traoré savait que la partie la plus délicate commençait. Transformer un acte de rupture en politique durable. Devant lui, 3 trajectoires possibles se dessinaient, chacune porteuse d'espoir autant que de périls. Les structures locales d'eau deviennent pérennes. Les ingénieurs formés depuis la crise perfectionnent leur système de mesure. La production agricole se stabilise. Les sanctions s'assouplissent partiellement sous pression africaine et les flux commerciaux reprennent lentement. Le Sahel reste sous tension diplomatique, mais le Burkina Faso conserve son autonomie technique. C'est la ligne du possible, prudente, exigeante, fondée sur la continuité. Le modèle burkinabé inspire ses voisins. Une autorité du fleuve du Sahel voit le jour, financée par un fonds commun africain. Les données hydrologiques sont partagées entre pays du bassin. Les étudiants du Niger et du Mali rejoignent Ouagadougou pour se former. Le continent découvre qu'il peut créer ses propres normes sans tutelle extérieure. Le rêve panafricain s'ancre dans le concret.
coopérer non par dépendance, mais par choix. Les partenaires occidentaux ferment durablement les circuits financiers. Le pays affronte une double pression, récession interne et isolement technologique. Les infrastructures vieillissent, les réseaux de données s'essoufflent. Si la solidarité régionale fléchit, le risque de retour en arrière grandit. Mais même ici, Ibrahim Traoré garde une ligne. Mieux vaut la lenteur libre que la vitesse sous contrat. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ils peuvent se croiser, se corriger, se réécrire. Le futur n'est plus un couloir mais un delta. Chaque choix ouvre un bras nouveau du fleuve. Et dans ce labyrinthe d'eau et d'avenir, le peuple burkinabé apprend une vérité ancienne. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'entretient jour après jour. La crise avait d'abord été technique puis diplomatique, mais au fil des semaines, elle devint intime. Dans les quartiers de Ouagadougou, dans les villages de Kaya ou de Bobo Dioulasso, chacun pouvait nommer un changement concret. Moins d'interruptions, plus de contrôle et un sentiment inattendu, celui de participer. Ibrahim Traoré avait promis que la souveraineté ne serait pas un slogan. Il la rendit mesurable, quotidienne. Les femmes, premières gardiennes de l'eau, furent les plus promptes à s'organiser. Elles établirent des comités communautaires, surveillant les flux, répartissant les réserves. Pour elles, la révolution n'était pas politique, elle était domestique. Les agriculteurs, eux, virent le lien direct entre chaque goutte et chaque récolte. Ils ne parlaient plus de rendement, mais de dignité. Dans les écoles, les enseignants expliquaient la géométrie du courage. Comment un pays peut redessiner ses frontières en reprenant son eau. Les enfants écrivaient sur les murs. La rivière est à nous. Et sur les ondes locales, les anciens rappelaient que l'eau du Sahel n'avait jamais appartenu à personne, sauf à ceux qui en prennent soin. Les sanctions étrangères, si redoutées, perdirent de leur pouvoir symbolique. Elles rappelaient moins une punition qu'une distance choisie. Le peuple comprenait qu'il n'y aurait pas de retour à la normalité, parce que l'ancienne normalité n'était plus tolérable. Alors, quand Ibrahim Traoré apparut sur les écrans pour remercier les volontaires, son ton resta sobre. Nous avons fermé les vannes du monde pour ouvrir celles de notre avenir. Et cette phrase, simple et nue, devint une prière civique, répétée dans chaque maison où l'eau coulait à nouveau. Le pays avait survécu au tumulte. Restait à construire l'après. Ibrahim Traoré savait que sans plan mesurable, la victoire symbolique s'épuiserait dans la routine. Alors qu'il ordonna la rédaction d'une feuille de route, 5 étapes, claires, datées, publiques. Chaque vanne, chaque capteur, chaque code satellite devait être refabriqué localement ou régionalement. Les universités furent mobilisées, les ateliers d'État devinrent des laboratoires. En 6 mois, le réseau hydrologique serait 100% indépendant. Le ministère publia un tableau de bord en ligne, ouvert, lisible, mis à jour chaque semaine. L'eau cessait d'être une affaire de secret industriel, elle redevenait une statistique publique. Mali, Niger, Guinée furent invités à co-diriger la gestion régionale. Pas de hiérarchie, mais une rotation annuelle des responsabilités. Un fleuve, plusieurs nations, une seule autorité. Chaque école primaire du pays introduisit un module « Sciences de l'eau ». Les jeunes devaient apprendre que la souveraineté ne se défend pas seulement par les armes, mais par la connaissance. Reprendre la parole sans s'excuser. Dialoguer sans renoncer. Créer des canaux techniques avec les pays qui respectent l'autonomie africaine. À la fin du document, Ibrahim Traoré écrivit de sa main « La liberté ne se signe pas, elle se maintient ». Et cette phrase, transmise aux radios locales, devint le serment d'un pays décidé à ne plus jamais louer sa propre rivière. La nuit tomba sur Ouagadougou comme un rideau lent. Au bord du fleuve Sahel, les torches scintillaient, reflétées, par une eau redevenue libre. Ibrahim Traoré s'y tenait, sans caméra, sans discours, simplement face au courant qu'il avait rendu au pays. Autour de lui, les citoyens observaient en silence. Aucun slogan, aucune musique, seulement le bruit des vagues heurtant les pierres, rythme ancien du continent. Pour beaucoup, ce moment valait plus que les sanctions levées ou les traités signés. C'était la preuve vivante qu'un peuple pouvait reprendre son souffle sans demander la permission. Dans la foule, un vieil homme leva un seau vide. Il dit « Ce n'est pas l'eau que nous avons gagnée, c'est nous ». Cette phrase circula dans la nuit, portée par les radios, murmurée dans les maisons. Et tandis que les enfants jouaient sur les berges, les mères souriaient.
La rivière n'était plus un symbole, mais une promesse tenue. Ibrahim Traoré ferma les yeux un instant, écoutant ce mélange d'eau et de voix, puis il murmura « Ce fleuve coule en nous tous ». Le calme du soir devint mémoire. Le matin suivant, le soleil se leva sur une ville apaisée. Les familles remplissaient leurs seaux, les radios diffusaient encore le dernier message d'Ibrahim Traoré. Nous n'avons pas pris la rivière pour la posséder, mais pour la protéger. Dans cette phrase simple, tout le pays reconnut sa propre voix. Le fleuve Sahel n'était plus un dossier, mais un miroir. Chaque goutte y reflétait le courage de ceux qui avaient refusé de plier. Et au-delà du Burkina Faso, d'autres peuples commençaient à se regarder dans cette eau claire, s'interrogeant jusqu'où peut aller la liberté quand elle devient collective. Les diplomates parleront de géopolitique, les analystes d'économie, mais pour les citoyens du Sahel, il ne restait qu'un sentiment, la fierté tranquille d'avoir repris leur rythme. Une nation qui respire à nouveau n'a plus besoin de permission pour espérer. Alors, si cette histoire résonne en vous, partagez-la. Pas pour glorifier un homme, mais pour rappeler qu'un geste de souveraineté peut encore changer le cours d'un fleuve et celui d'un continent.